que nous les compliquons à force de donner des idées et de contredire, etc., etc. Moi, je pense que les études sont là. Une journée que je propose, une journée d'investissement à Jarada, le plus tôt possible, et qu'on passe à l'action. Et merci. Très bonne idée, je retiens cette idée. Monsieur, permettez-moi, je vais vous donner la parole, mais c'est directement lié. Si Samuel Filali, qui vont faire la transition est évidente entre les deux propos, mais je retiens surtout l'idée d'organiser une journée investissement à Jarada. On ira chez vous, Madame la Présidente. On sera très enchantés de vous accueillir. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va le faire très modestement parce que. Ne vous inquiétez pas de ça. Selon les moyens dont on dispose. Mais comme le là. Merci, Sidaoudi. Je me présente, je suis Bichara Saré, je suis le conseiller du groupe Zine Afrique Développement, dont le président Sifi Dali est ici présent. Nous sommes, comme je viens de dire à la présentation, un aménageur, développeur, exploitant de villes logistiques intégrées sous le label Logintech, dont la première est actuellement en cours de construction à Sidi Haïti, entre Barché et Stade. Nous avons dans notre programme national la construction de 7 villes logistiques intégrées, autres que celle de Stade qui est de Sidi Haïti, qui est en cours de construction, avec 4 zones logistiques multifamiliales au sens qui est défini par les zones logistiques multifamiliales. Nous prévoyons dans notre programme national une ville logistique intégrée à Nador. Et nous sommes prêts à envisager la création d'une antenne à Jarada si les études de la Banque mondiale, telles que j'ai entendu, nécessitent ou montrent l'opportunité de la création de cette antenne. Alors, pour passer à des choses concrètes, et dans le cadre de la plateforme économique intégrée, en s'appuyant sur les avantages comparatifs de la région, que sont l'élevage et l'agriculture, nous sommes prêts à nous engager pour la construction d'un abattoir et d'un entrepôt frigorifique pour la production industrielle de la viande bovine à partir du cheptel très réputé de la région, dont la production est déjà aujourd'hui, d'après la monographie, de 28%. Et ce qui permettra d'avoir plus de valeur ajoutée aux éleveurs et mettra à disposition, comme vous avez dit, c'est bon dit, une viande de qualité pour le marché interne. Autour de cette production de viande pourra se développer un noyau industriel pour la production de charcuterie, mais également par le développement de l'industrie laitière, par le traitement des peaux des bêtes. Bien sûr, pour atteindre cet objectif, nous aurons besoin de l'appui des autorités pour la mise à disposition du foncier et toutes les autorisations nécessaires. Nous aurons également besoin d'un soutien pour un montage financier afin de concrétiser ce projet qui ne peut être que bénéfique pour toute la population de la région. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous voyez, les choses s'expriment toutes seules. Vous avez des opportunités pour vous, vous avez des gens qui sont prêts à venir. Je vous invite, et je ne dirai jamais assez, à anticiper leurs attentes. Je vous invite à anticiper, pardonnez-moi d'être un peu agressif, mais c'est pour la bonne cause. Il faut accompagner le privé. C'est comme ça que la région va se développer. Si le privé est présent, si le privé se développe dans la région ne se portera que mieux, croyez-moi. Et donc il est important de créer les conditions d'attractivité du privé. Il faut offrir ce que j'appelle la pâte à pizza. Si elle n'est pas là, il n'y a pas de pizza. Donc c'est nécessaire de mettre cette base. C'est très simple, c'est du foncier. C'est leur éviter le parcours du combattant, des autorisations, etc. Donner-leur un accès facile et simple. Et puis après, s'il y a des aides étatiques, fiscales et autres, il faut agréger tout ça dans une disposition pour qu'ils disposent des aides tout à fait clairement du soutien fiscal qui va bien et s'il y a quelques subventions, pourquoi pas. Alors je ne suis pas pour les dons, pour un don pour un don. Je suis pour donner la subvention pour permettre la
rentabilité, à partir du moment où une affaire est démontrée qu'elle a du sens, c'est-à-dire qu'il y a un marché, etc., s'il s'agit de réduire le coût du CAPEX, c'est-à-dire le coût d'investissement initial, eh bien, là, un petit don peut jouer un rôle important parce qu'avec un petit don, eh bien, le privé il est soulagé, il est sécurisé sur sa rentabilité, du coup, il va investir, du coup, il va se mobiliser, du coup, il va embaucher et la mécanique va tourner. C'est dans cette logique-là qu'il faut réfléchir. Une féminine maintenant j'ai deux personnes ici devant moi. Madame, à vous la parole, vous avez demandé tout à l'heure. Franchement, moi j'ai une relation sentimentale avec cette ville. Parce que j'ai oublié tout à l'heure de le dire, même à part mon mari qui était le médecin-chef, mais moi j'ai travaillé comme employée dans cette société, le charbonnage de Maroc, et j'ai vécu la fermeture. Donc j'ai demandé le départ volontaire et je suis rentrée à Rabat, bien sûr, et c'est grâce à Jalaba que je suis devenue une femme d'affaires. Maintenant, je suis présidente dans deux associations. Et je voudrais porter une modeste participation sur le plan social. Et dans ce cas, je suis avec vous. Et Madame la Présidente, donc je veux bien faire quelque chose pour Jalaba. Tout ce qui concerne la formation de la femme, les jeunes filles. Et voilà, je suis avec vous, je suis avec Jalaba et j'adore cette ville. Malheureusement, moi j'ai passé des moments agréables sur cette ville. Moi j'ai invité ma famille pour venir passer les week-ends à Jalaba. Franchement, c'était la Suisse au Maroc. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, ça fait mal au cœur. Mais je suis avec vous, tout le monde est avec vous. Merci. Merci madame. Merci à vous. Donc là, juste pour une petite récap, on a parlé de quelques secteurs d'activité porteurs pour la région. Donc l'agriculture, le tourisme, tout ce qui est viande bovine, et aussi d'un projet pour le transport. Mais comme on dit, un chemin de milieu commence par un premier pas. Et je pense qu'un premier pas commence par la dépollution de la région. Quand on parle de 45 millions de tonnes de déchets des mines, la question que je pose aujourd'hui, est-ce qu'on a un indicateur sur la pollution du sol, sur la pollution de l'eau? En tant que consommatrice, j'aurais peur de venir chez vous, consommer vos fruits et légumes, boire votre eau, et voilà, passer quelques jours touristiques chez vous. Donc, est-ce qu'il y a un projet dans ce sens pour partir vraiment sur une écolabellisation de la région, pour l'agriculture, pour l'eau et pour tous les autres secteurs? Bien entendu, peut-être que Madame la Présidente a un élément de réponse, mais très court, Madame la Présidente. Madame, je comprends vos soucis concernant la consommation de nos produits. Voilà, je suis devant vous, je vis à Jalaba et je n'ai pas de maladie, alhamdoulilah. Donc, il ne faut pas être très pardon? Oui, 45 millions de tonnes sont nuisibles pour la région. Est-ce qu'il faut vraiment mener un projet de dépollution de la région? Oui, on a. Le chemin, voilà, que les trains fonctionnent, pour que le tourisme fonctionne. Ok, bon, les études sont en cours. On est en train de faire des études en collaboration avec la province. Donc, il y a des choses qui sont prêtes. Et comprenez-moi si je vous dis qu'il y a seulement 4 mois que je suis présidente à la commune. Donc, bon, si je suis en train de chercher, de voir comment les réalités existantes déjà, mais permettez-moi de vous dire qu'il y a une grande volonté de changement et on va essayer de répondre à toutes vos attentes. Exactement, oui. Exactement, oui. Il y a eu des contacts d'ailleurs. Donc, je passe la parole à monsieur. Il aurait des choses à vous. Bon, il y aurait beaucoup d'informations à vous donner à ma place. Merci. Ah oui, la réponse est vraiment. J'attends. Ok, d'accord, merci. Non, mais je voulais en fait beaucoup plus écouter que parler, mais disons,
Ce sujet m'interpelle à plusieurs niveaux, avec plusieurs casquettes que j'ai eu l'occasion d'avoir dans ma vie professionnelle. Donc permettez-moi de raconter ça très rapidement en quelques mots. D'abord, nous sommes en train de parler d'un développement durable, territorial, intégré d'un territoire donné, qui est la province de Jarada, dans son espace physique que vous connaissez tous. La clé d'entrée, en tout cas, ma conviction personnelle, c'est une clé de planification stratégique territoriale qui doit respecter 3 principes minimum. Il y a le principe de l'intégration, au sens large du terme, intégration des 3 dimensions de développement durable, comme ça a été dit tout à l'heure par notre ami de l'IFRAD, mais aussi l'intégration de toutes les stratégies sectorielles du gouvernement. On ne peut pas imaginer dans un territoire une évolution correcte si chaque ministère fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est une évidence, ça je pense que tout le monde le sait aujourd'hui. L'intervention en silo est, pour le moins qu'on puisse dire, non efficiente. Elle n'est pas catastrophique, mais elle n'est pas efficiente. Et on manque beaucoup de synergie là-dessus. Donc, l'intégration. Le deuxième, c'est la participation. C'est-à-dire, ça doit se faire par les agents du territoire au sens large du terme. La population représentée, bien sûr, légitimement par les élus. On est dans une démocratie, donc c'est les élus qui représentent légalement la population, mais aussi la société civile et toutes les bonnes œuvres, les bonnes personnes qui souhaitent contribuer, parler en termes d'association, etc. Troisième niveau, bien sûr, troisième condition, c'est la contractualisation. Une fois que dans un territoire, on a mis en place un plan de développement intégré, basé sur la participation, et bien on passe à la contractualisation. Alors entre qui et qui? Je pense que l'une des anecdotes que j'ai toujours racontées, c'est que quand on discute avec les ministères, très souvent, tout le monde vous dit oui, on est convaincu pour la nécessité de la convergence. Il ne faut pas que chacun intervienne tout seul. Le problème, c'est que tout le monde voudrait que ça converge chez lui. Et donc, du coup, il y a un déraillement, il y a une divergence notoire. Alors, la solution, c'est la convergence au sein du territoire. Donc, c'est pour ça qu'il y a la primauté aux instances élues. On a 3 étages. On a la région. Aujourd'hui, les conseils régionaux sont en train de monter en puissance, tant mieux. On a la commune, qui est l'échelon le plus bas, les municipalités, les communes rurales, les collectivités territoriales maintenant, ça s'appelle collectivité territoriale au sens large du terme. Et on a un étage intermédiaire qui est la province, le conseil provincial, qui est un territoire pertinent pour une série d'actions. D'où la fameuse étude dont a parlé Serge, peut-être qu'il n'a pas eu l'occasion de trop la défendre avec son équipe, mais je connais cette étude, c'était en fait la mise en place d'un plan stratégique de développement à l'échelle de la province, mais qui doit être domicilié chez la province avec ses 2 têtes en fait. Il y a le gouverneur qui représente l'État, mais il y a aussi le président du conseil provincial qui représente la population et donc les élus, et les super élus, puisqu'il est censé être aussi, il représente les élections indirectes, les grands électeurs. Et donc ce plan de développement stratégique, c'est là où doivent se mettre autour de la table les ministères, les intervenants, l'ensemble des opérateurs pour avoir une logique cohérente. Parce qu'il y a des choix à opérer. C'est Jaïd, on en a parlé tout à l'heure rapidement, mais il y a des choix. Dans l'aménagement de territoire, il y a des moments où l'État doit décider. Est-ce qu'il doit mettre volontairement un équipement ou une infrastructure quelque part ou pas? Donc ce choix de l'aménagement de territoire doit s'opérer dans ces instances-là et grâce à cette synergie entre le conseil provincial et l'ensemble des opérateurs. Maintenant, le secteur privé, c'est évident que c'est un acteur majeur. Encore faut-il lui donner toute la visibilité qu'il faut. Un privé, c'est évident, il cherche bien sûr à gagner de l'argent, c'est tout à fait légitime, et c'est heureusement d'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut faire évoluer un pays, mais il faut quand même qu'il ait la visibilité et qu'il ait aussi les facilités nécessaires pour qu'il puisse investir. Donc tout cela pour ramener, et là je vais conclure sur la partie philosophie de la planification stratégique, pour dire qu'il faut que la province dispose le plus tôt possible de son plan de développement stratégique, qui est d'ailleurs prévu par la nouvelle loi. La nouvelle loi maintenant, c'est la collectivité territoriale, la 112 ou la 113-14, 112-14, donc la nouvelle loi sur les conseils provinciaux exige que le conseil doit avoir son plan de développement stratégique. Je pense qu'il faut très vite accélérer cela pour l'avoir et dans les règles de l'art. 2, il faudrait qu'il y ait effectivement un moyen de donner un signal fort aux investisseurs privés. Cette idée d'une journée, d'un Jarada Investment Day, pour être à l'anglophone, un JIT, Jarada Investment Day, ce sera peut-être une excellente idée. Voilà, où les gens sont regroupés, que la commune, les collectivités territoriales présentent leurs opportunités en termes
d'investissement, en termes de foncier, en termes de facilitation. Là, il faut impliquer l'agence urbaine, il faut impliquer les instances qui existent quand même au niveau de la région, parce qu'on a Oujda quand même qui est capitale. Il y a le gouvernement est bien représenté à Oujda. Peut-être qu'il n'est pas au niveau des provinces, mais au niveau d'Oujda, il est présent. Alors, je vais faire la parenthèse sur tout ce qui est général. Maintenant, je reviens à l'environnement, particulièrement. Et là, ça me ramène à l'idée d'un plan d'action d'urgence pour Jarada, pour la province de Jarada. Ils nous sont prêts au niveau du ministère à voir ça, bien sûr, dans les limites de nos prérogatives. Le ministère de l'Environnement n'a pas la baguette magique pour régler tous les problèmes. On n'est pas des dépollueurs, encore moins, on n'est pas des ramasseurs d'ordures, on ne peut pas faire cela. Chacun fait son travail, mais on peut aider par l'encadrement, par le technique et par les financements, quand c'est nécessaire, pour faire ce qu'il faut faire. On a évoqué cette histoire de 45 millions de tonnes, donc je ne sais pas si le chiffre est fiable ou pas, ça me semble énorme, énorme. Moi, je pense que ça c'est très vite. On est en très bon contact avec l'APC, l'Association des producteurs de ciment. On est prêt très très vite à leur demander, écoutez, oyez messieurs, dames, venez, si quelqu'un a une proposition à faire, et si on a la certitude que c'est rentable énergétiquement, peut-être que les gens vont venir se bousculer pour l'acheter chez vous. Si c'est le cas inverse, à ce moment-là, il faudrait peut-être trouver le moyen de les payer pour faire dégager ça et très vite régler ce problème, j'allais dire physique. C'est comme si on veut commencer déjà par enlever la poussière devant notre maison. Ça, à mon avis, c'est le premier point. Le deuxième, on a parlé de certaines répercussions, peut-être qui ont dû exister à travers l'histoire de la mine. Ça, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai aucune idée sur les études techniques. Mais s'il faut qu'on lance une étude qui va déterminer tous les polluants, ou alors toutes les sources de nuisances qui ont dû infester ce territoire, on est prêt à le faire en proposant par la suite un plan d'action de remise à niveau qui pourra être de l'ordre peut-être d'aménagement, peut-être de l'ordre d'amener des sociétés privées. Aujourd'hui, en matière de gestion de déchets et de recyclage, il y a un foisonnement incroyable au niveau mondial. Il y a beaucoup d'initiatives privées qui vont dans ce sens-là et qui veulent gagner de l'argent, et qui gagnent de l'argent. En fin de compte, la notion de déchet est en train de changer en tant qu'élément, j'allais dire, encombrant, plutôt dans un élément de créateur de richesse et de créateur de ressources. Donc sur ce côté-là, je pense que le ministère peut vous accompagner. Je ne sais pas ce qu'annonçait cette année, mais peut-être qu'il parlait d'un plan de préparation au changement climatique, je pense au sens large du terme. Mais à mon avis, les urgences sont peut-être ailleurs. On peut commencer par cette idée d'abord de voir quelles sont les actions, les points noirs, entre guillemets, de remise à niveau qu'on peut faire, que ce soit les déchets physiques, les 45 millions, ou là les sources de pollution qui ont déjà été détectées, ou là des pollutions de l'air, je ne sais pas si on a encore, mais ça m'étonne. Je suppose que la ville d'aujourd'hui, ou la province, d'une manière générale, elle est plutôt, j'allais dire, bien classée par rapport à ce qui se passe de ce côté-ci au niveau de l'Atlantique. En tout cas, c'est des actions que nous pouvons faire sans aucun problème, on peut les planifier du moment qu'on a la volonté des acteurs locaux. C'est la clé. Et d'ailleurs, je termine par un petit regret. C'est dommage qu'on n'ait pas eu beaucoup de représentants des acteurs locaux. On a quand même Madame le maire, on a Monsieur le Président, mais on aurait aimé avoir le président de la région, on aurait aimé avoir les responsables, enfin les présidents d'autres communes, peut-être les élus, les membres du conseil. On a eu un parlementaire, c'est une excellente chose, c'est celui-là en l'occurrence, mais je crois que les acteurs locaux ont quand même la primauté. Et nous sommes là, nous devrons les aider en injectant la technique, en injectant la réflexion, les financements, l'investissement, etc. Je termine parce que sinon je peux rester encore longtemps. Merci Monsieur le Secrétaire Général. Moi, j'ai bien pris note de tout ce qui a été dit et je vais relancer. Je voudrais aussi écouter Monsieur Philippe Simonis de la GIZ qui nous écoute sagement depuis tout à l'heure. Merci beaucoup Philippe pour ta présence. Et je crois comprendre qu'il y a un plan structurant qui est en gestation pour début 2017 pour la région de Jarada. On est vraiment très tout oui. Peut-être en quelques mots, effectivement, nous avons récemment développé une stratégie pour la région de Midel et de Tata, qui était le fait de... On a fait un peu ce qu'on vient de faire ce matin, un brainstorming, quelles étaient toutes les contraintes, les problèmes rencontrés dans ces régions de Midel et Tata, qui sont aussi d'autres régions excentrées. Et on a relié ça à l'énergie, c'est-à-dire quelle contribution l'énergie, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique peuvent jouer comme rôle dans le développement de ces régions. C'est ce même exercice que nous allons faire cette année et passer à partir de l'année prochaine à donc des actions concrètes qui peuvent concerner le renforcement de capacités. Et là, déjà, nous travaillons à Oujda sur Alif Meret,
Nous avons une équipe qui travaille de manière permanente à l'itinéraire, qui développe les couleurs, qui a équipé le centre, etc. Donc déjà, on aura là-bas des gens qui seront formés, des techniciens, qui à partir de l'année prochaine chercheront du travail, notamment dans la région, pour commencer à faire des projets, à s'intégrer à des sociétés privées qui vont vulgariser les énergies renouvelables, etc. Donc évidemment, je demande aux collègues qui ont évoqué tout à l'heure de rester en contact avec moi dès que nous allons démarrer ce projet. L'autre aspect qu'on pourrait faire aussi très rapidement, c'est tout ce qui concerne l'efficacité énergétique. Sibarodi a tout à l'heure évoqué la question de l'éclairage public. Là, évidemment, il y a toujours beaucoup à faire. Je pense que Madame la maire, vous avez constaté que ça, c'est une des dépenses primordiales normalement dans toutes les communes du Maroc. Et donc, il s'agit au plus rapidement possible de transformer les systèmes anciens qui consomment beaucoup d'énergie en des systèmes performants, organisés avec participation du secteur privé, etc. Mais moi, ce que je voudrais aussi, c'est dans un deuxième temps d'élargir cette approche de l'efficacité énergétique à beaucoup d'autres choses. On a constaté à Midel et des Tata, il y a énormément d'initiatives sociales, notamment liées à l'INDH, à la santé, des infrastructures, etc. Et une bonne partie de l'année, ces infrastructures, ces bâtiments sont entre guillemets inutilisables, parce qu'ils sont soit trop chauds, soit trop froids. Et donc les femmes ne peuvent pas y accoucher dans un certain confort, où les gens ne peuvent pas s'y rencontrer, les jeunes ne peuvent pas se retrouver à la maison des jeunes, etc., etc. Et ça passe par toute une utilisation de l'énergie, mais aussi dans la phase de conception. Dans la phase de conception des bâtiments, il y a maintenant une réglementation thermique du bâtiment au Maroc qui est en œuvre. Il faut l'appliquer. Ça concerne tous les nouveaux bâtiments qui sont en réalisation, toutes les infrastructures sociales existantes ou en construction. Voilà, et après nous examinerons aussi, comme on l'a fait dans d'autres régions, l'utilisation de l'énergie solaire pour le pompage et d'autres applications. Voilà en résumé. Nous aurons une équipe qui sera basée dans l'oriental. Et vu tout ce que j'ai entendu ce matin, je me dois évidemment de mettre probablement quelqu'un basé à Gérardac qui va vraiment s'occuper avec vous des problèmes spécifiques à la Merci. Merci beaucoup, Philippe. Je crois que vous vouliez prendre la parole, monsieur. C'est juste là. Donc, Saoui Mohamed, directeur régional de l'ORTPT, région orientale. Donc, juste pour confirmer l'engagement total de notre institution pour accompagner les grandes sociétés qui vont s'installer dans la région par la formation. Donc, nous disposons actuellement de 30 établissements de formation dans la région de l'Oriental. Et on peut accompagner surtout les entreprises dans le secteur industriel, l'agroalimentaire, l'hôtellerie et le transport logistique, puisque la région dispose d'un bon nombre d'établissements sectoriels, donc de grands établissements, notamment la Taouli, donc on dispose donc du plus grand établissement logistique transport dans le pays, un établissement dans l'offshoring et l'électronique et nouvelles technologies, donc un établissement de tourisme, donc l'agroalimentaire, donc nous sommes prêts à accompagner donc ces entreprises. Actuellement, on travaille avec l'ONE branche électricité pour l'élaboration d'une convention pour améliorer l'employabilité des jeunes lauréats, donc les techniciens spécialisés. Donc la convention est signée par M. le gouverneur, donc il sera signé par M. le directeur général pour l'année, donc M. le directeur général de l'ORTPT. Donc cette convention, il consiste à former 150 jeunes dans des filières arrêtées par l'ONE branche électricité et qu'ils jugent des filières qui seront demandées par des entreprises qui sous-traitent avec l'ONE. Donc ces 150 jeunes, donc ils vont suivre une formation à Oujda et à Jarada et à Casablanca, donc ils seront formés par l'ONE. Donc la direction régionale de l'office dans la région orientale, oui, tous de Jarada. Donc la ville de Jarada dispose donc d'un institut d'une capacité d'accueil de 1000 stagiaires, donc il est opérationnel depuis 1992. Un autre établissement, donc il verra le jour à El Benemkhar, donc la convention est signée, donc on espère bien que les filières soient arrêtées à l'avance pour qu'on les mette dans cet institut.
Donc, on a pas mal de conventions avec les associations dans la ville de Jarada, à Tbissi et à Boubkar. Donc, ce sont des formations qualifiantes pour encourager les activités génératrices de revenus. Donc, on est en phase finale avec la région pour signer une grande convention pour la construction de 12 établissements de formation à l'horizon 2020. Donc, ce sont des établissements de proximité. Et surtout, la région va réserver une enveloppe budgétaire annuellement pour encourager les activités génératrices de revenus. Et la région de Jarada, elle est classée à la tête, la province de Jarada, elle est classée à la tête des provinces de la région de l'Oriental. Donc, en tout et pour tout, donc, nous sommes prêts à s'engager, à même signer des conventions avec des partenaires pour mettre une main-d'œuvre qualifiée ou bien pour développer la formation qualifiante. Donc, merci. Merci beaucoup. Je voudrais juste compléter les propos qui viennent d'être tenus, parce que l'OFPPT est en train de faire un travail exceptionnel à l'échelle nationale. Je rappelle qu'ils ont 337 centres répartis sur tout le territoire national. Gros travail accompagné par la GIZ, donc par ce monsieur qui est assis ici, monsieur Philippe Simonis, et merci pour le soutien qui est fait, qui a consisté à accompagner une simple mise à niveau sans révolution des curricula de formation de l'OFPPT pour pouvoir adresser les secteurs de l'efficacité des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Donc là, il y a tous les curricula qui sont en place aujourd'hui. Le next step, c'est la formation des formateurs, de manière à pérenniser au sein de l'OFPPT ce véritable savoir-faire de formation. Et quand je dis c'est pas des révolutions, je donne un exemple tout bête, une formation d'électricien qui est là, qui est en place, qui est accrédité, qui est validé et certifié. Et bon, on ne fait que rajouter un module panneau solaire ou panneau photovoltaïque à cette formation, de manière à ce que le jeune qui sort de cette formation, il sort qualifié, prêt à travailler avec les nouveaux équipements d'énergie renouvelable. Ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus complexes technologiquement. C'est de l'argent qu'il a entre les mains, c'est vraiment de l'argent. Et un investisseur, et en particulier un investisseur privé, eh bien, il est rassuré de savoir que si demain il arrive et qu'il déploie des capacités, qu'il a des compétences jeunes, correctement formées, qui ne vont pas détériorer ce matériel, qui vont l'installer correctement, etc. Donc il y a un gros travail qui est fait au niveau de l'OFPPT, donc vraiment un travail que je salue. Et puis vous avez parlé de création de valeur et d'emploi. Et bien, je vais en parler avec mes chefs. Et pourquoi pas faire de l'Oriental, la zone pilote de l'OFPPT, pour déclencher des entreprises de services orientées énergie renouvelable, orientées efficacité énergétique, parce qu'il faut bien former les jeunes, il y a de l'emploi. C'est facile à créer cet emploi, en l'occurrence, de services. On peut le faire, et pourquoi pas commencer par votre région. Voilà. Oui, si vous permettez, nous avons signé une convention avec le BIT, le Bureau international du travail, donc pour la formation de 1000 jeunes dans la formation qualifiante.